Nous sommes en 912 à Rouen. Rollon, chef viking redouté, se trouve en compagnie de l'archevêque de la cathédrale. Ils sont réunis pour une cérémonie d'une grande importance. Le baptême de Rollon marque sa conversion à la foi chrétienne et contribue à illustrer la nouvelle tendance que prend le phénomène viking, avec des installations durables dans les royaumes qui subissaient jusqu'alors leurs raids. En effet, un an plus tôt, à Saint-Clair-sur-Epte, le roi de Francie occidentale et Rollon signe un traité qui cède officiellement une partie de la Neustrie au chef viking. Celui-ci reçoit les territoires situés entre l'Epte et la mer et devient donc un sujet du roi de Francie occidentale. C'est la naissance de la Normandie, la terre des hommes du Nord. En échange, en plus de sa conversion, Rollon doit assurer la sécurité de la région et notamment empêcher les expéditions vikings d'embouquer l'estuaire de la Seine et de pousser leurs incursions à l'intérieur du royaume en remontant les fleuves. Céder des terres à un aventurier étranger peut sembler expéditif et inconséquent. Mais le royaume, tout comme une bonne partie de l'Europe occidentale, est exsangue après des décennies de raids et de rançonnages, qui touchèrent de nombreuses villes et notamment Paris, sur laquelle nous nous attarderons. Mais avant d'évoquer le siège de Paris de 885, présentons rapidement le phénomène des incursions vikings. C'est avec la mise à sac du monastère de Lindisfarne, en Northumbrie, en 793, qu'on acte le début de celle-ci. Bien que d'autres pillages l'aient précédé, Lindisfarne marqua particulièrement les esprits par sa brutalité et par la cible choisie, qui revêtait un caractère sacré pour la population locale. Durant la première moitié du IXe siècle, les raids vont se répéter dans les îles britanniques, puis dans la majeure partie de l'Europe occidentale. Ces territoires se caractérisaient alors par une instabilité politique croissante, due à des rivalités incessantes entre royaumes voisins ou encore entre suzerains et vassaux. Ainsi, les petits royaumes des îles britanniques étaient divisés et régulièrement en conflit, chacun tentant d'imposer sa domination sur les autres. Du côté de l'Empire carolingien, c'est véritablement à partir de 840 qu'il sombre dans une période de troubles propice à une intensification des incursions vikings. En effet, c'est l'année de la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne et empereur d'Occident, qui parvenait tant bien que mal à conserver l'unité de l'Empire. Avec le traité de Verdun de 843, celui-ci se voit divisé entre les trois fils de Louis, et la rivalité entre ces derniers mène à des conflits désorganisant leur royaume, et notamment la défense des côtes. Les Scandinaves, essentiellement danois et norvégiens, commerçaient de longue date avec les territoires à l'ouest de chez eux, et virent dans l'instabilité politique des îles britanniques, puis de l'Empire carolingien, une opportunité d'enrichissement. Des raids furent donc organisés par des bandes vikings sans coordination entre elles, et celles-ci ne rencontrèrent que peu de résistance de manière générale. Les Vikings réalisèrent donc qu'il pouvait être bien plus lucratif et pas beaucoup plus risqué de s'emparer par la force de richesses qu'il leur fallait auparavant acquérir en commerçant. Le succès de leurs raids reposait notamment sur un élément clé, la célérité. Il s'agissait d'agir avec force et rapidité, puis de repartir aussi vite, en laissant les habitants dans un état de sidération qui limitait le risque de poursuite. Cette rapidité d'action était permise par plusieurs facteurs. Les Vikings, avant d'être des pillards, étaient, nous l'avons dit, bien souvent des marchands et des marins chevronnés, qui connaissaient les routes maritimes à emprunter et les voies à suivre vers des cibles prometteuses. Ils choisissaient d'ailleurs en priorité des lieux mal défendus et aux perspectives de butin alléchantes, comme les monastères ou les abbayes. Ensuite, ils bénéficiaient d'un avantage technologique de premier ordre, grâce à leur bateau, le fameux Kneur. Celui-ci était d'une manœuvrabilité excellente. Il était doté d'une voile mais pouvait également progresser à la rame, et son gouvernail consistait en une simple rame de pilotage pouvant être manœuvrée d'une seule main. Son faible tirant d'eau inférieur à 1 mètre lui permettait d'aller partout, et il pouvait notamment remonter sans difficulté le cours des rivières. Son point faible principal résidait dans sa taille, relativement modeste, et qui limitait la taille de l'équipage de 40 à 70 membres. On voit donc que les caractéristiques de ce bateau en faisaient l'outil idéal pour mener des attaques reposant sur la vitesse et la surprise, et ne nécessitant pas une troupe nombreuse. Les Vikings embarquaient également souvent des chevaux pour pouvoir conserver une grande mobilité une fois à terre. Ils étaient donc en capacité de fondre sur leur cible avant que celle-ci n'ait pu réagir et de repartir aussi vite, en mettant le feu pour désorganiser les éventuels poursuivants. Il s'agissait pour eux d'éviter le plus possible un engagement puisque leur petit nombre aurait joué en leur défaveur en cas de combat prolongé. Ce mode opératoire va donc se répéter et gagner en intensité tout au long de la première partie du IXe siècle. Les succès faciles rencontrés par les expéditions vikings face à des royaumes qui semblent démunis ne font qu'attiser leur soif de richesse, et dès la deuxième moitié du siècle, les bandes vikings s'organisent et comptent plus d'hommes, ce qui leur permet de moins s'appuyer sur l'effet de surprise, car leurs effectifs rendent possible une confrontation avec une force ennemie. Ils peuvent ainsi lancer des opérations plus longues, mais aussi potentiellement plus lucratives. C'est aussi désormais de conquête des territoires si mal défendus qu'il s'agit. Ils s'empareront de territoires en Irlande, en Grande-Bretagne,
mais aussi en Neustrie et ailleurs encore. En ce qui concerne Paris, la ville est attaquée et pillée dès 845 par une expédition viking qui aurait compté une centaine de vaisseaux. Ils dévastèrent la ville et brûlèrent le monastère de Saint-Germain-des-Prés, puis, pour faire bonne mesure, exigèrent un Danegeld, c'est-à-dire un paiement en échange de leur départ. Le roi Charles le Chauve leur versa ainsi 7000 livres d'argent. D'autres vikings pillèrent la ville en 857, puis en 861, là encore sans rencontrer de défense sérieuse. En 885, une horde viking d'une taille sans précédent arriva en Neustrie et pilla Rouen et ses environs dès juillet. Elle aurait été menée par plusieurs chefs, mais les noms de seuls 2 d'entre eux nous sont restés, Siegfried et Sinrik. Le premier se serait déjà illustré au cours d'un précédent raid en 882 qui se solda par le paiement d'un Danegeld. Concernant Sinrik, son nom ne semble pas avoir été lié à d'autres événements que ceux du siège de Paris. La situation de l'Empire carolingien avait alors évolué depuis le traité de Verdun, et l'empereur Charles le Gros était parvenu à réunifier les royaumes francs sous son autorité, mais les intrigues et les dissensions restaient omniprésentes. La défense de la Neustrie était dévolue au comte du Maine et marquis de Neustrie Ragnold, qui leva une armée et tenta de repousser l'envahisseur. Mais celle-ci fut mise en déroute et Ragnold périt au cours des combats. Les Vikings eurent alors le champ libre pour entreprendre la remontée de la Seine. Il leur fallut environ 4 mois pour atteindre Paris, et on suppose qu'ils les passèrent en partie à s'emparer du pont fortifié de Pont de l'Arche. Ils auraient pu contourner cet obstacle qui bloquait la voie vers Paris, en transportant leurs bateaux sur terre, mais cela aurait alors constitué une menace sur leurs arrières et aurait pu ralentir leur retraite. Le pont fut donc détruit et aura tout de même permis de gagner un peu de temps pour permettre à la ville de Paris de se préparer à un siège. Les Vikings prirent également la peine de remonter l'Oise pour s'emparer de Pontoise, sans rencontrer de grande résistance, pour là encore assurer leurs arrières et ralentir l'arrivée de renforts depuis l'est de la Neustrie. La voie dégagée et sécurisée, les Vikings purent donc se remettre en route et atteignirent Paris le 24 novembre 885. Paris était alors une cité de quelques milliers d'habitants et était défendue par un mur d'enceinte dont le tracé remontait aux Romains. Il faisait 490 mètres de long et 180 mètres de large, et protégeait ainsi les 8 hectares de l'île de la Cité qui étaient constructibles, sans s'aventurer vers la partie nord-ouest de l'île, trop marécageuse. Il avait été dressé aussi près que possible des berges vaseuses de la Seine, et agissait comme une seconde ligne de défense, la première étant bien sûr le fleuve lui-même, qui constitue un obstacle naturel extrêmement efficace. L'île était reliée aux rives sud et nord par 2 ponts fortifiés et crénelés, dont les piles avaient été resserrées pour empêcher le passage des kneurs vikings. Le grand pont au nord était en pierre, et le petit pont au sud en bois, et donc potentiellement plus vulnérable aux flammes. Chacun était protégé par un châtelet. Il semblerait que celui-ci consistait alors en un bâtiment fortifié dans lequel s'encastrait la porte permettant l'accès au pont. Ainsi, le châtelet jouait un rôle clé dans la défense de la ville, car il permettait de bloquer l'accès à la cité aux potentiels envahisseurs. Le châtelet nord était en pierre, mais n'était pas achevé à l'arrivée des Vikings. Seule sa base et le premier étage étaient terminés. Il n'était donc pas bien haut, mais tout de même solide et bordé par un fossé. Le châtelet sud était en bois et était lui achevé, s'élevant donc plus haut que le châtelet nord. Il représentait donc un élément défensif capable d'encaisser une attaque d'un ennemi venu en nombre. La défense de la cité était organisée par 2 hommes, l'évêque de Paris, Gozlin, qui avait déjà eu affaire aux Vikings lorsqu'il était jeune moine. Ceux-ci l'avaient enlevé et en avaient tiré une rançon auprès de son père. Le pouvoir séculier était dévolu au comte de Paris, Eudes, dont le père, Robert le Fort, marquis de Neustrie, fut tué au cours d'une bataille contre les Vikings. Gozlin et Eudes étaient donc déterminés à opposer une résistance farouche à l'armée viking, mais ils ne disposaient que d'une garnison réduite, quelques 200 hommes d'armes appuyés par la milice de la cité. Le déroulement du siège de Paris nous est relaté par Abon, un moine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés présent au cours du siège. Le récit qu'il brosse des événements doit donc être abordé avec une certaine précaution, puisqu'il visait notamment à glorifier les défenseurs francs, et particulièrement Eudes, qui deviendra plus tard roi de Francie occidentale. Voici comment il décrit l'arrivée des Vikings. Des libations de ton sang furent répandues par ces barbares, montés sur 700 vaisseaux à voile et d'autres plus petits navires, tellement nombreux qu'on ne pouvait les compter. Le gouffre profond de la Seine en était tellement rempli que ses ondes disparaissaient sous ses bâtiments, dans un espace d'un peu plus de 2 lieues. On cherchait avec étonnement dans quel antre se cachait le fleuve. Il ne paraissait plus. Le sapin, le chêne, l'orme et l'aune humide couvraient entièrement sa surface. Il donne plus de détails et évoque plus tard la taille de l'armée viking, qu'il estime à 40 000 hommes. Ces chiffres impressionnants paraissent avoir été surévalués, ce qui semble souvent avoir été le cas dans le récit des invasions vikings qui nous sont parvenues. Le travail plus récent d'historiens
évoque une armée plus modeste, allant de 5 000 à 12 000 hommes, et un maximum de 300 vaisseaux. Ce qui laissait néanmoins une supériorité numérique écrasante aux attaquants, face à la modeste garnison de la cité. L'armée viking fit donc une forte impression aux défenseurs, et entreprit de débarquer sur la rive droite de la Seine, au nord de Paris, et établit son campement autour de l'église de Saint-Germain-le-Rond. Le lendemain, une délégation viking pénétra dans la cité pour engager des négociations avec les défenseurs, dans le palais épiscopal. Siegfried exigea le libre passage de l'armée viking, afin de pouvoir remonter la Seine jusqu'à la riche Bourgogne, pour s'y livrer au pillage. Mais Gozlin et Eudes refusèrent d'accéder à cette demande, et le début des hostilités était donc inévitable. C'est à l'aube du jour suivant que les Vikings lancèrent leur assaut contre le Grand Châtelet, probablement car celui-ci n'était pas achevé et pouvait sembler moins impressionnant que le Châtelet Sud. Ils l'inondèrent de projectiles, flèches et balles de plomb tirées avec leurs frondes. Mais la garnison réussit à tenir le choc le temps que les renforts arrivent de la cité. Eudes et Gozlin menèrent la défense, mais l'évêque fut blessé par un projectile et dut se retirer. La façon dont les Vikings tentèrent de s'emparer de la tour n'est pas claire. Peut-être disposaient-ils d'échelles, ou tentèrent-ils d'escalader le mur du Châtelet dont la hauteur était relativement basse. Ils purent également essayer de forcer la porte à coups de hache, s'exposant aux tirs des défenseurs. À la fin de la journée, les Francs avaient tenu bon, et les Vikings n'avaient pas réussi à s'emparer du Châtelet. Abon évoque néanmoins des dommages subis par la tour au cours de l'assaut, peut-être au niveau de la porte, et sous la direction de Gozlin et de Eudes, les défenseurs entreprirent des réparations. Ils travaillèrent également à élever la tour, en construisant une espèce de hourre, sorte de charpente en bois venant compléter la construction en pierre et s'avançant au-delà de celle-ci pour donner un angle de tir idéal sur les ennemis à la base du mur. Cet ajout fit donc office de second étage à la tour, dont la hauteur était jusque-là trop modeste. Avec la levée du jour, les envahisseurs purent donc s'apercevoir que la tour endommagée la veille était non seulement réparée, mais s'élevait désormais plus haut. Néanmoins, cela ne les découragea pas, et ils renouvelèrent leur assaut. Abon nous dit « De toutes parts les traits volent, le sang ruisselle. Du haut des airs, les frondes et les pierres déchirantes mêlent leurs coups au javelot. On ne voit rien autre chose que des traits et des pierres volées entre le ciel et la terre. » Cette fois, les Vikings tentèrent de faire effondrer la tour, et dressèrent des abris contre celle-ci pour pouvoir y creuser et saper les fondations. Mais les défenseurs répondirent en versant du sommet de la poix et de la cire bouillante, mettant fin à cette tentative. L'assaut se poursuivit néanmoins, et un incendie se déclara au pied de la tour, peut-être suite au liquide bouillant déversé là. Dans le même temps, une brèche apparut, probablement du côté de la porte, et les Vikings tentèrent de toute leur force de l'agrandir pour s'y engouffrer. Les défenseurs formèrent alors un mur de boucliers, et parvinrent à contenir l'ennemi jusqu'à ce qu'une énorme roue de chariot soit jetée du haut des fortifications sur les attaquants massés autour de la brèche, brisant ainsi l'élan de l'attaque. Mais les Vikings ne renoncèrent toujours pas, et entreprirent de remettre le feu à la porte du Grand Châtelet. Ils amassèrent devant celle-ci des fagots et embrasèrent le tout. La tour disparut alors dans la fumée pendant une bonne heure, laissant le reste de la cité dans une grande incertitude. Cependant, le vent tourna, et la fumée s'envola cette fois aveugler les assaillants, et Abon nous dit que 2 porte-étendards couleur safran, arrivés depuis la ville, furent dressés pour montrer à tous que le Grand Châtelet tenait toujours bon. Les défenseurs francs tâchèrent alors d'éteindre l'incendie, et les Vikings battirent finalement en retraite, laissant derrière eux quelques 300 morts, tandis que du côté des défenseurs, les pertes furent plus légères. Novembre s'acheva donc avec l'échec des 2 premiers assauts vikings, et ceux-ci décidèrent donc de changer de tactique. Ils pensaient initialement pouvoir s'emparer rapidement du Châtelet par un coup de main reposant principalement sur leur nombre et la violence de leur attaque. Mais devant leur échec, ils se préparèrent à un siège en bonne et due forme. Ils commencèrent par fortifier leur campement en élevant un mur de terre et de pierre et en creusant un fossé. Puis, ils entreprirent de fourrager la région alentour sans rencontrer de résistance, pillant et massacrant la population qui n'avait pas encore fui. Ils cherchèrent notamment à mettre la main sur les réserves de grains stockés pour l'hiver, car ils allaient en avoir besoin pour maintenir le siège de Paris. Ils ramenèrent également à leur camp des têtes de bétail qu'ils massèrent dans l'église Saint-Germain, transformée en étable pour l'occasion, et dans laquelle les bêtes, trop nombreuses, tombèrent vite malades. Durant les mois de décembre et janvier, les Vikings menèrent donc ces opérations de ravitaillement, mais préparèrent également leur prochain assaut. Abon évoque la construction de béliers protégés par des toits de bois et de peau, le tout monté sur d'énormes roues et pouvant abriter une 60aine d'hommes. Pour appuyer l'avancée des béliers, les Vikings assemblèrent également des panneaux de cuir et de bois, pouvant abriter 4 à 6 archers ou frondeurs, et qui leur permettraient de harceler les défenseurs du Châtelet. D'autres panneaux permettant d'avancer à couvert d'hommes jusqu'au fossé de la tour furent également confectionnés. Enfin, les Vikings auraient également construit des catapultes et les Francs firent de même. Finalement, le 31 janvier 886, l'assaut fut donné sur le Châtelet, et les flèches, balles de plomb et autres projectiles volèrent en tous sens une fois encore. Les Vikings avancèrent à l'abri de solides murs de boucliers et de leurs panneaux, et possiblement à couvert d'un de leurs béliers protégés.
il n'est pas sûr qu'ils réussirent à pousser l'engin jusqu'au Châtelet, car le récit d'Abon reste trop vague à ce sujet. Sans doute furent-ils gênés par le fossé, qui ne laissait comme point d'accès pour un engin de cette taille que l'espace de la porte, accessible par la chaussée. Ce coin-là était en effet sans doute mieux défendu que les flancs de la tour, et les défenseurs y jetèrent peut-être des obstacles pour ralentir l'avancée du bélier et parvinrent peut-être à l'endommager. Dans tous les cas, il semble que le bélier fut mis de côté, mais les Vikings ne renoncèrent pas et attaquèrent tout de même la fortification comme ils purent. Dans l'espoir de couper le Châtelet du reste de la cité, ils lancèrent également une attaque sur le Grand Pont, depuis leurs barques et bateaux. Des renforts sortirent donc de l'enceinte de Paris pour contenir cette nouvelle menace, et les combats se firent acharnés. Les bateaux vikings, assez bas, rendaient sans doute l'opération périlleuse pour les attaquants, qui devaient grimper une belle hauteur en étant bousculés par le courant du fleuve, tout en exposant leurs flancs aux défenseurs. Finalement, à la fin de la journée, les Parisiens tenaient toujours bon, et les Vikings furent repoussés. Mais le lendemain, ils revinrent encore une fois sous les murailles, à l'abri de leurs panneaux et sous couvert de leurs archers et frondeurs, pour tenter de combler les fossés avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Des roches, de la terre, du bois, mais aussi des cadavres de bétail, et même ceux de prisonniers. L'objectif étant de pouvoir franchir le fossé pour y déployer leurs engins de siège, à différents points moins bien protégés que l'espace de la porte. La journée passa ainsi, et présageait une attaque en force le jour suivant, et les attaquants passèrent la nuit à proximité du Châtelet, à couvert de leurs panneaux, pour empêcher les défenseurs d'aller vider les fossés. Et le lendemain, les Vikings montèrent en effet une nouvelle fois à l'assaut. Cette fois, ils déployèrent 3 béliers, pour attaquer simultanément plusieurs côtés de la tour. Ils vinrent là encore en nombre, appuyés par leurs archers et frondeurs, franchirent les fossés et s'attaquèrent aux fortifications. La situation était périlleuse, et pour contrer ces machines, les Francs eurent recours à la manière forte. Ils lancèrent du haut des murailles de lourdes poutres renforcées par des pointes de fer, qui allèrent fracasser les engins ennemis et les sapeurs avec. Malgré leur préparation méticuleuse, ces 3 jours d'assaut ne permirent donc pas aux Vikings de franchir les défenses de Paris, et ils mirent donc au point d'autres stratagèmes. Ils choisirent 3 vaisseaux de bonne taille, et entreprirent de les porter en amont de la cité, puis ils les remplirent de troncs d'arbres et y mirent le feu. Cela fait, ils guidèrent les bateaux à l'aide de cordes qu'ils tiraient depuis la berge vers le pont, le courant et le vent d'est poussant naturellement les bateaux dans la bonne direction. Voyant que leur plan semblait fonctionner, les Vikings se réjouirent, et des clameurs s'élevèrent tandis qu'ils frappaient leurs boucliers d'allégresse. Alors que les défenseurs contemplaient le désastre imminent, voilà que les vaisseaux enflammés allèrent heurter l'un des piliers de pierre du pont, et restèrent coincés là, trop loin des parties en bois pour risquer une propagation des flammes jusqu'au grand pont. Les Francs n'eurent donc plus qu'à éteindre le feu, et purent même sauver certains bateaux. Dépités face à ce nouvel échec, les Vikings retournèrent alors à leur camp, abandonnant les béliers encore en état sur place, et les défenseurs prirent néanmoins la peine de les détruire. Siegfried décida alors de partir en expédition à l'est avec une partie des assiégeants, pour aller piller du côté de Troyes et de Reims. Les Vikings restés sur place ne restèrent pas inactifs pour autant, et certaines bandes traversèrent la Seine pour aller piller l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Alors que le siège semblait s'enliser, voilà que durant la nuit du 6 février, la Seine en crue emporta une partie du petit pont, isolant ainsi le petit Châtelet du reste de la cité. Au matin, les Vikings, déjà informés de l'événement, ne laissèrent pas passer l'occasion et traversèrent en nombre le fleuve pour aller attaquer la tour de bois. Celle-ci, qui avait été jusqu'alors relativement épargnée par les assiégeants, n'était gardée que par 12 hommes, qui, bien que très déterminés, ne pouvaient espérer aucun secours. Ils résistèrent néanmoins farouchement aux assauts vikings, pourtant en supériorité numérique écrasante, si bien que ces derniers, exaspérés, finirent par charger un chariot de foin et l'enflammèrent contre le Châtelet de bois. Les défenseurs ne purent lutter contre les flammes et se retrouvèrent acculés sur la section du petit pont encore debout. Là, ils furent à la merci des projectiles, mais tenirent bon, à l'abri relatif de leurs boucliers. Finalement, ils acceptèrent de se rendre, croyant être échangés contre rançon. Mais les Vikings, excédés par la résistance de ces 12 hommes, choisirent de les exécuter. Cependant, cet événement, si impressionnant fut-il, ne fournit pas d'avantage tactique majeur aux assiégeants, et le siège reprit donc son cours. Le pont détruit, ils auraient certes pu choisir de descendre la Seine jusqu'en Bourgogne, qui était leur objectif initial, mais cela aurait été prendre le risque de voir le pont réparé à leur retour, et donc de se retrouver coincés en amont de Paris et pris en tenaille. Il faut ajouter à cela qu'ils avaient déjà fourni beaucoup d'efforts pour tenter de s'emparer de la ville, et ne souhaitaient pas renoncer sans résultat sérieux. Certaines bandes vikings, lassées de piétiner devant les murailles, menèrent des expéditions vers Chartres et Le Mans, et tentèrent même d'attaquer ces 2 villes, mais furent fermement repoussés. Ils réussirent néanmoins à s'emparer d'Évreux qu'ils pillèrent. En mars enfin, des renforts arrivèrent pour porter secours aux défenseurs. Il s'agissait non pas de l'empereur Charles le Gros, qui ne semblait pas donner priorité au siège de la ville, mais du nouveau marquis de Neustrie, Henri de Babenberg, qui s'était déjà illustré en Austrasie par les nombreux combats qu'il avait menés contre les Vikings. Son armée avait progressé à marche forcée, et arriva donc fatiguée devant Paris.
Mais les Vikings, qui conservaient pourtant une supériorité numérique sur les Francs, préférèrent rester à l'abri de leur retranchement. Henri choisit alors de prendre l'initiative, et à la nuit tombée, ses troupes tentèrent un coup de main et attaquèrent le camp des assiégeants. Ils réussirent à surprendre leurs ennemis et à en tuer un certain nombre, et parvinrent également à s'emparer de chevaux et de bétail. Mais la surprise passée, les Vikings se ressaisirent et repoussèrent le comte Henri qui se replia à l'abri du Châtelet. Les Vikings, furieux, les poursuivirent et lancèrent une nouvelle attaque sur la tour de pierre, sans parvenir à s'en emparer. Finalement, vers la fin mars, Henri repartit d'où il était venu. Les raisons de son départ restent obscures. Peut-être de mauvaises nouvelles lui arrivèrent-elles de ces terres, et qu'il chercha à éviter de se retrouver coincé entre les assiégeants et les Vikings de Siegfried, qui revenaient de leur expédition en Champagne. Dans tous les cas, sa venue eut un succès mitigé. Il avait certes infligé quelques pertes aux ennemis et permis le ravitaillement de la ville, mais il n'avait pas pu briser le siège de Paris. Peu après le départ de Henri, les Vikings choisirent de déplacer leur campement rive gauche de la Seine, autour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Peut-être agirent-ils ainsi pour rendre plus compliquée une nouvelle attaque de Henri, ou encore pour s'éloigner des miasmes qui commençaient à décimer le bétail et les hommes dans leur précédent campement. Néanmoins, leur présence rive droite ne cessa pas non plus complètement, que ce soit pour faire paître leurs troupeaux, patrouiller ou encore fourrager, et les défenseurs ne pouvaient pas circuler hors de la cité librement. N'espérant plus être secourus, eux des Gozlins engagèrent des négociations, notamment avec Siegfried qui était de retour. Et Eudes échappa de peu à la capture au cours d'une rencontre avec ce dernier, non loin du Grand Châtelet. Cet événement renforça encore la défiance des défenseurs à l'égard de l'envahisseur, mais un accord fut tout de même trouvé avec la bande de Siegfried, qui accepta de lever le siège contre 60 livres d'argent. Cette somme était relativement modeste en comparaison avec d'autres d'Angeld versés dans des occasions similaires, comme les 7000 livres d'or et d'argent versés lors du siège de 845. Mais la bande de Siegfried devait compter assez peu d'hommes, et la majorité de l'armée n'était donc pas concernée par les termes négociés. Siegfried tenta néanmoins de convaincre les autres bandes de repartir avec lui, mais celles-ci n'ayant rien reçu refusèrent, et tentèrent même un assaut, possiblement sur les murailles de l'île de la Cité. Mais l'espace très étroit entre le fleuve et les murs devait rendre l'organisation de l'attaque très compliquée. Les défenseurs, en plus de jeter depuis le haut des murailles toutes sortes de projectiles, tentèrent une sortie et repoussèrent à la Seine les Vikings, dont beaucoup se noyèrent. Siegfried, qui n'avait pas pris part à l'assaut, contempla ce terrible spectacle, puis partit comme convenu avec ses hommes. Le siège continua donc, les épidémies s'installant et décimant aussi bien les assiégeants que les défenseurs. Le 16 avril 886, c'est même l'évêque Gozlin qui succombe à la maladie. La situation était donc critique, notamment pour les Parisiens, qui voyaient les vivres commencer à manquer. Bien que la ville ne fût pas complètement sous blocus, les sorties étaient périlleuses, et les environs avaient déjà été dévastés par les Vikings, et le ravitaillement était donc très limité. Eudes se résolut donc à déléguer la défense de Paris et à partir quérir du secours. À l'aube, il se glissa hors de la cité avec 6 de ses hommes, et parvint à échapper à la vigilance des assiégeants. Durant son absence, la ville continua à résister aux attaques, et des sorties furent même organisées rive droite pour s'emparer de troupeaux et attaquer des bandes relativement isolées. Finalement, Eudes parvint à rallier quelques renforts de comtés voisins, mais fut repéré sur le chemin du retour, et alors qu'il atteignait la cité, il put apercevoir que les Vikings avaient traversé la Seine et lui barré le passage. Il décida de faire charger sa maigre troupe, qui tenta de se frayer un chemin jusqu'au Grand Châtelet, d'où des défenseurs organisèrent une sortie pour lui porter secours. Il semble que les combats tournèrent à leur avantage, et qu'ils parvinrent même à repousser les Vikings vers leurs vaisseaux, sur les berges du fleuve. Mais encore une fois, ce nouveau coup d'éclat ne permettait pas de renverser la situation, les renforts amenés étant trop minces pour faire pencher la balance du côté des défenseurs. Ceux-ci étaient donc en train de perdre tout espoir, lorsqu'au cours de l'été 886, des nouvelles miraculeuses leur parvinrent. L'empereur Charles le Gros avait finalement pris la décision de venir secourir la cité, et son armée était en marche. Et en effet, en août, elle atteint Quierzy, et l'empereur envoya Henri, le marquis de Neustrie qui s'était déjà porté au secours de la cité, en reconnaissance. Mais les Vikings apprirent l'arrivée de ces éclaireurs, et préparèrent une embuscade. Ils creusèrent un fossé dans les environs de leur ancien campement, qu'ils dissimulèrent à l'aide de branchages. Le 28 août 886, Henri approcha à la tête d'une faible escorte, pour repérer la position de l'ennemi, et pour identifier un lieu propice à l'établissement d'un campement pour l'armée à venir. C'est alors que le piège se referma sur lui. Des Vikings jaillirent, et à l'aide de projectiles et de leurs cris le repoussèrent, lui et son escorte vers le fossé. Ne voyant pas le piège, ou trop tard, Henri et son cheval allèrent s'y fracasser. Le marquis périt ici, tué avant d'avoir pu s'extraire du fossé. Les Vikings savaient qu'il ne leur restait que peu de temps pour s'emparer de la cité et maintinrent la pression, en plus de lancer de nouveaux assauts sur les murs de l'île de la cité, et parvinrent même brièvement à pénétrer dans l'enceinte de la ville. Paris était donc prête à tomber, et l'avancée de l'armée impériale était affreusement lente. Mais enfin, entre septembre et octobre 886, la ville vit arriver une armée franque en mesure de mettre en déroute les assiégeants qui campaient autour de ses murs depuis presque un an.
Une avant-garde fut envoyée disperser les quelques bandes vikings qui étaient restées sur la rive droite de la Seine, et l'armée établit son campement au pied de la colline Montmartre. La cité avait donc tenu bon, et Charles put y faire son entrée, le grand Châtelet ayant été libéré de la pression des assiégeants. L'armée de l'empereur, nombreuse et intacte, faisait donc face à une horde vikings dont le moral était bas, minée par la maladie, et dont le nombre de blessés, après tant d'assauts infructueux, devait être important. Tous les éléments semblaient donc réunis pour infliger aux Vikings une cinglante défaite. Cependant, Charles préféra engager des négociations avec ces derniers, pour trouver au plus vite un accord. En effet, l'hiver approchant, il souhaita éviter d'avoir à rester trop longtemps dans les environs de Paris, puisque ceux-ci étant dévastés, il n'aurait pas permis d'approvisionner suffisamment les troupes. De plus, il apprit que Siegfried était en marche pour venir porter secours aux Vikings toujours présents autour de Paris, et accepta donc de verser 700 livres d'argent aux assiégeants, et les autorisa même à aller passer l'hiver en Bourgogne, pour aller s'y livrer au pillage, ce qui était l'objectif initial de la horde viking. Ce choix peut sembler surprenant, mais peut-être s'agissait-il là d'une manœuvre de l'empereur. Il débarrassait Paris des Vikings et les envoyait dévaster une région qui semblait remettre en cause son autorité. Comme mentionné précédemment, les intrigues et les luttes pour le pouvoir au sein de l'Empire faisaient rage. Néanmoins, cette décision, de même que son manque de combativité face aux Vikings, amoindrirent définitivement son prestige. Mais déjà avant cet épisode, des troubles d'ordre psychologique semblaient altérer la capacité de cet empereur à diriger, et en 887, il est finalement déposé par les nobles de Francie orientale, qui se choisirent un nouveau dirigeant. Lorsqu'il meurt un an plus tard, c'est Eudes qui lui succède en tant que roi de Francie occidentale, bien qu'il ne soit pas carolingien. Le siège de Paris aura donc participé à mettre fin au règne de la dynastie carolingienne, qui sera par la suite remplacée par les Capétiens. Il aura également contribué à donner à la cité une place de premier plan en Francie occidentale, tant d'un point de vue politique que stratégique. Les Vikings continuèrent leurs incursions en territoire franc, et Eudes les combattit et rencontrera quelques succès, mais il ne parvint pas à mettre un terme à leur pillage. Avec la fondation de la Normandie, quelques décennies plus tard, leur présence dans le royaume prit un caractère durable et contribua à façonner l'histoire de la région.